Quelque part dans l'univers observable, une région d'espace plus petite qu'un atome pourrait avoir changé de nature il y a déjà très longtemps. Et personne sur cette planète ne le saurait. Pas une explosion, pas une lumière dans le ciel. Un simple basculement, une poche minuscule où les constantes qui gouvernent la matière auraient pris d'autres valeurs. Et cette poche, dès l'instant de sa formation, se mettrait à grandir. Pas lentement, pas à la vitesse d'une onde de choc ordinaire. À la vitesse limite de l'univers, celle de la lumière, en avalant tout ce qu'elle rencontre. Les étoiles, les nébuleuses, les galaxies entières seraient traversées sans un bruit, réécrites de l'intérieur, remplacées par une physique qui ne connaît ni nos atomes, ni notre chimie, ni rien de ce qui permet à un être vivant d'exister. Et ce qui rend cette hypothèse si vertigineuse, ce n'est pas sa violence, c'est son silence. Vous ne verriez jamais arriver la paroi de cette bulle, parce que l'image de son approche voyagerait exactement à la même vitesse qu'elle. La nouvelle et l'événement arriveraient ensemble, dans le même instant indivisible. Si ce genre d'enquête vous tient en haleine autant qu'elle me tient, un like et un abonnement nous aideraient énormément. Cela compte beaucoup pour nous. Cette possibilité porte un nom sec et technique dans les articles de physique. On l'appelle la désintégration du faux vide. Elle dort dans les équations depuis près d'un demi-siècle. Tolérée, discutée, calculée, jamais observée. Comment observerait-on une chose pareille ? On ne peut pas fabriquer un morceau de cosmos et attendre qu'il bascule. On ne peut pas installer un détecteur à la frontière d'une bulle qui n'existe peut-être pas. Pendant 50 ans, la désintégration du faux vide a été le genre d'idée qu'on manipule avec un crayon, sur un tableau noir, en sachant que le tableau noir sera le seul endroit où elle prendra jamais forme. Puis, au cours de l'hiver 2024, dans une salle blanche du centre de calcul de Jülich, en Allemagne, une équipe a fait quelque chose que personne n'avait tenté. Elle a construit un petit morceau de matière artificielle, l'a refroidi jusqu'à un état où les lois quantiques deviennent souveraines, l'a réglé comme on accorde un instrument, et lui a demandé de se comporter comme un univers coincé dans le mauvais creux. Et elle a regardé les bulles se former. Il faut imaginer l'endroit pour comprendre ce que cela signifie. Une machine quantique n'a rien de l'ordinateur que vous avez sur votre bureau. Le cœur du dispositif tient dans un cylindre suspendu, une cascade d'étages métalliques emboîtés comme des poupées russes, chacun plus froid que le précédent. On y descend par paliers, en arrachant de la chaleur à chaque niveau, jusqu'à atteindre quelques millièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. À ce stade, on a dépassé de très loin le froid naturel du cosmos. L'espace entre les galaxies, ce vide que l'on décrit comme glacial, baigne encore dans le rayonnement fossile du Big Bang et se maintient autour de 2 degrés et 7 dixièmes au-dessus du zéro absolu. Même la nébuleuse du Boomerang, ce nuage de gaz en expansion rapide, considéré comme l'endroit naturel le plus froid jamais mesuré, ne descend qu'à 1 degré. Les machines quantiques travaillent 1000 fois plus bas. Elles sont, littéralement, les endroits les plus froids que nous connaissions, et ils se trouvent tous sur Terre, fabriqués par des mains humaines. Ce froid n'est pas un luxe d'ingénieur. Il est la condition d'existence de tout ce qui suit. Un bit quantique n'est pas un interrupteur robuste comme ceux qui font tourner nos téléphones. C'est un état d'équilibre extraordinairement délicat, capable de tenir plusieurs possibilités à la fois, tant que rien du monde extérieur ne vient le toucher. Un photon égaré, une vibration mécanique, un souffle de chaleur, et l'équilibre se brise. Le système retombe dans la banalité, choisit une réponse, oublie tout le reste. Les physiciens appellent cela la décohérence, et c'est l'ennemi permanent, l'usure invisible contre laquelle chaque expérience court. Le froid extrême ne fait qu'une chose, mais elle est décisive. Il fait taire l'agitation thermique assez longtemps pour qu'on ait le temps de poser une question et d'entendre une réponse. La machine de Jülich n'est pas un processeur quantique au sens habituel. Elle appartient à une famille différente, celle des recuiteurs. Là où un processeur enchaîne des opérations élémentaires les unes après les autres, comme un musicien joue des notes, un recuiteur ne fait qu'une chose, mais il la fait à très grande échelle. On lui dessine un paysage, des collines, des vallées, des cols, une topographie faite d'énergie plutôt que de roches. Puis on laisse le système s'y installer doucement, en le refroidissant, et on regarde où il finit par se poser. Le recuiteur ne calcule pas au sens où l'on calcule une addition. Il cherche un creux. Il roule vers le bas. Or, chercher un creux, c'est exactement le geste qu'accomplirait un univers
qui glisserait de son faux vide vers un état plus profond. La forme de la machine épouse la forme du problème. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un choix stratégique, et c'est ce choix qui a permis de mobiliser plus de 5500 bits quantiques, là où les processeurs les plus avancés peinaient encore à en faire coopérer quelques dizaines. L'équipe les a disposés en anneaux, un cercle fermé de bits supraconducteurs, chacun capable de pointer dans un sens ou dans l'autre, chacun couplé à ses voisins immédiats. Ce dispositif porte un nom que la physique traîne depuis les années 20, le modèle d'Ising. À l'origine, il servait à comprendre pourquoi un morceau de fer devient aimanté quand on le refroidit, pourquoi des milliards de petites boussoles atomiques finissent par s'aligner tout ensemble sans que personne leur en donne l'ordre. C'est l'un de ces objets mathématiques modestes qui se sont révélés d'une fécondité stupéfiante. On s'en sert aujourd'hui pour modéliser des alliages, des réseaux de neurones, des marchés, des épidémies. Et, quand on l'accorde d'une certaine façon, il devient une caricature étonnamment fidèle d'un champ quantique coincé dans un état qui n'est pas son état le plus stable. Les chercheurs ont donc réglé leur anneau pour que la configuration où tous les bits pointent dans un sens soit confortable, mais pas optimale. Une vallée agréable, séparée d'une vallée plus profonde par une barrière. Puis ils ont laissé la mécanique quantique faire son travail. Et le travail de la mécanique quantique, dans ces conditions, consiste à ignorer la barrière. C'est là que se trouve le nœud de toute cette histoire, et il vaut la peine de s'y arrêter avant d'aller plus loin. Dans le monde que nos sens ont appris à comprendre, une bille au fond d'un creux y reste tant qu'on ne lui donne pas l'énergie de franchir le bord. C'est une évidence si totale qu'on ne pense même pas à la formuler. La physique quantique dit autre chose. Elle dit qu'un système placé devant une barrière possède, à chaque instant, une probabilité faible, mais non nulle, de se retrouver de l'autre côté sans jamais être passé par le sommet. Pas de saut, pas d'escalade, une simple réapparition ailleurs, comme si la barrière avait été, pour un instant, sans importance. On appelle cela l'effet tunnel, et ce n'est pas une curiosité de laboratoire. C'est la raison pour laquelle le Soleil brille. Au cœur de notre étoile, la température atteint 15 millions de degrés, ce qui semble énorme, et pourtant ce n'est pas assez. 2 noyaux d'hydrogène, tous deux chargés positivement, se repoussent avec une force qui devrait les tenir éloignés en permanence. Selon la mécanique classique, la fusion ne devrait presque jamais se produire dans le cœur solaire. Elle s'y produit pourtant, des milliards de fois par seconde, parce que les noyaux traversent la barrière au lieu de la franchir. Chaque rayon de lumière qui a touché votre visage aujourd'hui a commencé par un passage impossible. Retenez cette idée, parce qu'elle va revenir plus tard sous une forme que vous n'attendez pas, et qu'elle relie le plus petit dispositif de laboratoire au destin possible de tout ce qui existe. Dans l'anneau de Jülich, l'effet tunnel a fait exactement ce que la théorie promettait. À un moment impossible à prédire, quelque part le long du cercle, un groupe de bits a basculé, puis un autre. De petites régions de la vallée profonde sont apparues à l'intérieur de la vallée haute, comme des îlots, des bulles. Elles n'étaient pas immobiles, elles ont grandi. Certaines ont atteint l'équivalent de 300 retournements successifs, 300 bits changeant d'état dans un motif cohérent. Une paroi qui avance en réécrivant l'état du système derrière elle. Des bulles se sont rencontrées. Elles ont fusionné, se sont heurtées, ont produit des ondulations dans le milieu qu'elles traversaient. Toute cette dynamique, mesurée, enregistrée, comparée aux prédictions, s'est maintenue de façon cohérente pendant plus d'une microseconde. Une microseconde. Dit comme cela paraît dérisoire. À l'échelle du système, c'est une durée immense. Les bits opèrent sur une horloge interne 1000 fois plus rapide, ce qui signifie que les chercheurs ont pu observer 1 millier de battements successifs avant que la cohérence ne se dissolve. Assez pour mesurer les taux de formation des bulles. Assez pour vérifier comment leur croissance dépend de la hauteur de la barrière. Assez pour écrire des équations et les confronter à ce que l'on voyait sortir de la machine. Et il faut se représenter la scène, parce qu'elle a quelque chose d'irréel. Des physiciens debout devant un écran, à quelques mètres d'un cylindre suspendu plus froid que n'importe quel recoin du cosmos, en train de regarder défiler la naissance et la croissance de petites régions où les règles ne sont plus les mêmes. Ils ne regardaient pas une animation, ils ne regardaient pas une reconstruction. Ils regardaient un système physique réel, obéissant aux lois réelles de la mécanique quantique,
en train de faire la chose que l'univers ferait peut-être un jour, à une toute autre échelle. Et pourtant, dès la première seconde, une objection se lève, et elle ne les a pas quittés. Ce cercle de bits n'est pas un morceau d'espace. Ces bulles ne sont pas des bulles de vide. Aucune paroi n'a menacé le bâtiment de Jülich, aucune loi de la nature n'a été réécrite en Rhénanie. Le système avait été accordé pour se comporter comme un faux vide, à une dimension, dans une version simplifiée, à l'extrême du problème réel. Nous vivons dans 3 dimensions d'espace. Le champ qui nous intéresse vraiment n'a rien d'un anneau de petits aimants. La question, alors, se pose avec une netteté désagréable. Est-ce que l'on a vu la chose, ou seulement quelque chose qui lui ressemble? Cette question n'a l'air de rien. Elle est en réalité le cœur de toute cette histoire, et elle finira par nous emmener beaucoup plus loin que les bulles. Prenez une simulation météorologique. Un supercalculateur peut prédire un orage avec une précision remarquable, mais la pluie qu'il calcule ne mouille personne. Il manipule des nombres qui représentent la pluie. Personne ne confond les deux. Maintenant, changez d'échelle. Quand 5000 bits quantiques réels s'intriquent les uns aux autres, selon les mêmes équations qui gouvernent un champ en train de basculer, est-ce que l'on représente encore, ou est-ce que l'on instancie? L'intrication dans cette machine n'est pas une image de l'intrication. C'est de l'intrication, vraie, mesurable, obéissant aux mêmes règles que celles qui lient 2 photons émis par une étoile. La frontière entre imiter et être, si évidente pour un orage, devient étrangement floue dès qu'on descend au niveau où le support et le phénomène sont faits de la même étoffe. Nous reviendrons sur ce trouble, parce qu'il ne s'agit pas d'un jeu de mots. Il s'agit du problème central que la physique du XXIe siècle est en train de découvrir sous ses pieds. Mais avant cela, il faut remonter le fil et rencontrer l'homme qui a écrit ces équations une 50aine d'années avant que quiconque puisse espérer les regarder tourner. Il s'appelait Sidney Coleman. C'était une figure singulière, même dans un milieu qui en compte beaucoup. Il enseignait à Harvard, détestait le matin avec une constance de principe et arrangeait sa vie pour ne jamais avoir à s'y confronter. Ses cours avaient lieu tard, ses conversations aussi. Il fumait en réfléchissant, parlait avec un humour sec, et ses étudiants racontaient qu'il possédait une qualité rare. Il pensait avec une clarté totale sur des sujets où il n'y avait strictement rien à voir, rien à toucher, rien à mesurer, seulement des structures à comprendre. Il a donné un jour une conférence restée légendaire, dont le propos tenait en une phrase. La mécanique quantique ne nous heurte pas parce qu'elle serait bizarre. Elle nous heurte parce qu'elle est exacte d'une manière pour laquelle notre intuition n'a jamais été taillée. En 1977, il publie un article dont le titre annonce froidement le sujet, le sort du faux vide. Il y démontre comment calculer, dans une théorie donnée, la probabilité qu'une région d'espace bascule spontanément vers un état d'énergie inférieur. Le calcul repose sur un objet mathématique élégant que l'on appelle un instanton, une sorte de solution qui décrit le passage entier, la traversée de la barrière, non pas comme un mouvement dans le temps, mais comme une configuration complète. 3 ans plus tard, avec Frank de Lucia, il reprend le problème en y ajoutant la gravitation, ce qui change tout, parce que l'énergie du vide courbe l'espace autour d'elle. Le second article est plus sombre que le premier. Il conclut que l'intérieur d'une telle bulle ne serait pas seulement inhospitalier. Ce serait une région où la géométrie elle-même s'effondrerait sur elle-même en un temps très court. Coleman avait parfaitement conscience de ce qu'il manipulait. Il en parlait avec une ironie qui n'est pas de la légèreté, mais une forme de tenue. Faire le calcul de la fin possible de tout, à la craie, dans un bureau, et le traiter comme n'importe quel autre problème bien posé, demande une discipline mentale particulière. Il y a dans ce geste quelque chose que j'ai toujours trouvé admirable. Regarder en face l'idée que le sol de la réalité pourrait n'être qu'un palier provisoire, et au lieu de détourner les yeux, sortir un morceau de craie et faire l'arithmétique. Il n'a jamais vu de bulle. Personne de son vivant ne pouvait en voir. Il est mort en 2007, longtemps avant que la première machine capable d'en fabriquer une caricature ne soit assemblée. Et pourtant, quand cette machine est enfin arrivée, elle n'a pas eu à inventer le chemin. Elle a suivi celui qui l'avait tracé. C'est peut-être ce qui me touche le plus dans toute cette affaire. Pas la technologie, la continuité. Le fait qu'une idée posée à la craie puisse attendre patiemment 50 ans qu'on invente l'instrument capable de la regarder en face,
sans se périmer, sans s'effriter, exact dans son attente. Reste la question que tout le monde finit par poser, souvent à voix un peu plus basse. Est-ce que notre univers est vraiment dans cette situation? Est-ce que le vide qui nous porte est le plus profond disponible, ou seulement un palier commode? Il se trouve que nous avons deux nombres pour en discuter, et que ces deux nombres viennent d'un endroit très concret, un anneau de 27 km enterré sous la frontière franco-suisse, où des protons tournent à une vitesse presque égale à celle de la lumière avant de se percuter par milliards. Le premier nombre est la masse du boson de Higgs, cette particule dont l'existence a été confirmée en 2012 après une chasse de près d'un demi-siècle. Elle pèse environ 125 fois la masse d'un proton. Le second est la masse du quark top, la plus lourde des particules élémentaires connues. Un objet si massif qu'il se désintègre avant même d'avoir eu le temps de s'associer à d'autres quarks, ce qui en fait le seul quark que l'on observe pour ainsi dire à l'état libre. Ces deux masses, prises ensemble, déterminent la forme du paysage d'énergie dans lequel le champ de Higgs est installé. Et si l'on trace un graphique avec ces deux valeurs, on découvre quelque chose d'inconfortable. Il existe une région où le vide serait franchement stable, définitivement au fond, sans issue vers le bas. Il existe une région où il serait franchement instable, où le basculement aurait déjà eu lieu il y a très longtemps. Entre les deux court une bande étroite, une langue mince, que les physiciens appellent la zone métastable. Notre univers, d'après les mesures actuelles, tombe dans cette bande. Il faut prendre la mesure de ce que cela veut dire, sans le dramatiser et sans le minimiser. Cela signifie que, selon le modèle standard tel que nous le connaissons aujourd'hui, le vide qui nous entoure serait assis sur un palier séparé d'un fond plus bas par une barrière. Une barrière très haute, heureusement. Si haute que le temps moyen nécessaire pour la traverser par effet tunnel dépasse l'âge actuel du cosmos par un facteur si grand qu'aucune intuition ne peut l'accueillir. On parle d'un nombre d'années qui s'écrit avec plus de 100 chiffres. À cette échelle, les étoiles auront cessé de briller, les galaxies se seront dispersées, la matière ordinaire aura eu tout le temps de se réorganiser 1000 fois avant que le calcul ne devienne pertinent. Mais une barrière très haute reste une barrière, et non un plancher. Et il y a un détail qui rend cette situation encore plus intéressante. Les barres d'erreur sur la masse du quark top sont, à l'échelle du problème, énormes. Un déplacement d'1% de cette valeur suffit à faire glisser notre univers d'un côté ou de l'autre de la frontière. Or, mesurer la masse d'une particule qui vit moins d'un millionième de milliardième de seconde n'est pas une opération simple. On ne la pèse pas, on la reconstruit à partir des débris de sa désintégration, et la définition même de ce que l'on entend par sa masse dépend du cadre théorique employé. Il existe aujourd'hui une discussion technique, sérieuse et non résolue, sur la façon exacte de traduire ce que mesurent les détecteurs en la quantité qui entre dans le calcul de stabilité. Autrement dit, la réponse à la question de savoir si le vide de notre univers est stable dépend d'un nombre que nous ne savons pas encore mesurer avec la précision requise. Cette coïncidence dérange les physiciens, et pas pour des raisons dramatiques. Elle les dérange parce que les valeurs qui tombent exactement sur le fil du rasoir sont rarement innocentes. Dans l'histoire de cette discipline, chaque fois qu'une quantité s'est trouvée mystérieusement calibrée à la limite d'un régime, cela signalait une pièce manquante du puzzle, une symétrie non identifiée, un mécanisme sous-jacent que l'on n'avait pas encore compris. La métastabilité du vide électrofaible pourrait très bien être un indice de ce genre, non pas une menace, mais un panneau indicateur pointant vers une physique que nous n'avons pas encore trouvée. Il existe d'ailleurs un argument magnifique, presque brutal dans sa simplicité, qui remet immédiatement les choses en perspective. Il a été formulé au début des années 80, à une époque où l'on commençait à s'inquiéter de ce que des accélérateurs de plus en plus puissants pourraient déclencher. L'argument est celui-ci. La nature fait déjà, en permanence, bien mieux que nos machines. Des rayons cosmiques venus du fond de la galaxie frappent l'atmosphère terrestre à chaque seconde. Certains d'entre eux transportent une énergie qui dépasse de plusieurs millions de fois tout ce que le plus grand accélérateur humain peut produire. On en a détecté un, en 1991, au-dessus de l'Utah, si énergétique qu'il a été surnommé la particule Oh My God, une seule particule subatomique
portant l'énergie cinétique d'une balle de baseball lancée à pleine vitesse. Un objet microscopique avec l'élan d'un objet de la vie quotidienne. Et ce n'était pas un cas isolé, seulement un cas extrême. Ces particules entrent en collision avec d'autres partout dans l'univers, depuis des milliards d'années, dans des volumes gigantesques. Si de telles collisions pouvaient déclencher la nucléation d'une bulle de vrai vide, cela se serait produit un nombre incalculable de fois, et nous ne serions pas là pour en discuter. Le simple fait que le ciel soit encore rempli d'étoiles anciennes, que des galaxies vieilles de plus de 10 milliards d'années soient toujours visibles dans nos télescopes, place une limite expérimentale extrêmement solide sur la fragilité du vide. Ce n'est pas un argument de confort, c'est une donnée. L'univers a passé un test permanent, colossal, à toutes les échelles, et il l'a passé. Ce qui laisse la question ouverte, mais dans un état bien plus sain qu'on ne le croit d'ordinaire. Nous ne savons pas si notre vide est le fond véritable. Nous savons qu'il est, en pratique, d'une solidité extraordinaire, et nous disposons désormais, pour la première fois, d'un dispositif de laboratoire capable de reproduire le mécanisme lui-même, en miniature, à une dimension, dans un anneau de bits refroidi jusqu'au silence. Reste à savoir ce que vaut ce que la machine nous montre. Car pendant que l'équipe allemande faisait apparaître ces bulles, une autre histoire se défaisait lentement, en public, dans le même monde et sur un matériel comparable. Une histoire qui avait commencé 3 ans plus tôt par une annonce spectaculaire, avait fait le tour de la planète en 48 heures et allait finir par poser une question autrement plus dérangeante que la fin de l'univers. Cette histoire commence, curieusement, par une lettre. En 1985, un astronome écrit à un physicien pour lui demander un service. L'astronome est en train d'achever un roman. Il veut que son héroïne voyage d'un bout à l'autre de la galaxie et il souhaite que le mécanisme de ce voyage ne soit pas ridicule aux yeux d'un spécialiste. Le physicien à qui il s'adresse est l'un des grands connaisseurs de la relativité générale de sa génération. Il prend la demande au sérieux, s'installe avec ses étudiants et se met à chercher une solution des équations d'Einstein, décrivant un tunnel entre 2 régions éloignées de l'espace-temps, un tunnel qu'un être humain pourrait emprunter sans être broyé. Ce n'était pas censé produire de la vraie physique. C'était un service rendu à un ami romancier. Et pourtant, l'article qui en est sorti 2 ans plus tard est devenu l'un des textes fondateurs d'un domaine entier. Ce que l'équipe a découvert est simple à énoncer et impitoyable dans ses conséquences. Un tunnel de ce genre, ce que l'on appelle un pont d'Einstein-Rosen, ou plus familièrement un trou de verre, n'est pas interdit par les équations. On peut l'écrire, on peut le dessiner. Le problème est qu'il se referme. La gorge du tunnel se pince sur elle-même si vite qu'aucun signal, pas même un rayon de lumière, n'a le temps de la traverser. La géométrie s'étrangle avant que le passage ne serve à quoi que ce soit. Pour l'empêcher de se refermer, il faudrait quelque chose qui pousse vers l'extérieur, une substance dont l'énergie serait négative, non pas faible, négative, inférieure à celle du vide. Et voilà où l'histoire cesse d'être un exercice d'écrivain, parce que l'énergie négative n'est pas une invention, elle existe, nous l'avons mesurée. En 1948, un physicien néerlandais travaillant pour une entreprise d'électronique s'intéresse à un problème très concret de suspension colloïdale. En discutant du sujet avec Niels Bohr, il reçoit une suggestion qui va réorienter son calcul vers les fluctuations du vide. Le résultat qu'il obtient est déroutant. Si l'on place 2 plaques métalliques parfaitement lisses face à face, séparées de quelques millionièmes de millimètre, elles s'attirent. Pas à cause d'une charge électrique, pas à cause de la gravité, qui serait à cette échelle ridiculement faible. Elles s'attirent parce que l'espace entre elles contient moins de vide que le vide autour. Cette phrase mérite qu'on la relise. Le vide, en physique quantique, n'est pas rien. C'est un milieu qui bouillonne en permanence, traversé de fluctuations, de champs qui vibrent sans jamais se taire complètement. Entre 2 plaques très proches, certaines de ces vibrations ne trouvent plus la place d'exister. Il en manque. La densité d'énergie y devient, par rapport à la référence extérieure, inférieure à 0. Et cette différence pousse les plaques l'une vers l'autre. L'effet a d'abord été considéré comme une curiosité théorique. Il a été mesuré avec précision à la fin des années 90, puis mesuré à nouveau, encore et encore, jusqu'à devenir une contrainte d'ingénierie réelle
pour les composants miniaturisés, où ils collent littéralement les pièces, les unes aux autres. Alors oui, l'énergie négative existe, mais la quantité disponible est dérisoire. De quoi faire frémir 2 plaques microscopiques. Maintenir ouvert un tunnel de la taille d'un être humain en exigerait des quantités si colossales, arrangées avec une précision si extrême, que personne n'a la moindre idée de la manière de s'y prendre. Le trou de verre traversable est resté ce qu'il était, une solution mathématique légitime, adossée à un ingrédient réel, mais introuvable en quantité utile. Et c'est ici que quelque chose d'inattendu s'est produit, 30 ans plus tard, non pas du côté de la gravitation, mais du côté de l'information. En 2017, 3 théoriciens publient un résultat qui prend le problème par un angle que personne n'avait exploré. Ils montrent que si l'on dispose de 2 systèmes quantiques déjà intriqués l'un à l'autre, et si l'on établit entre eux un couplage d'une forme très particulière, alors, dans une certaine traduction mathématique de la situation, ce couplage produit exactement l'effet qu'aurait une impulsion d'énergie négative sur la gorge d'un trou de verre. Le tunnel s'ouvre, brièvement, assez pour laisser passer quelque chose. Ce résultat n'était pas une promesse de voyage interstellaire. C'était bien plus étrange que cela. Il disait qu'un geste purement informationnel, une opération sur des bits quantiques, pouvait avoir un équivalent géométrique. Que manipuler de l'information, dans le bon contexte, revenait à manipuler de l'espace. 5 ans plus tard, une petite équipe a décidé de tenter la chose sur du vrai matériel. Le laboratoire se trouve à Santa Barbara, en Californie. La puce s'appelle Sycamore. Ce n'est pas une inconnue. C'est le même processeur qui, en 2019, avait servi à revendiquer pour la première fois qu'une machine quantique avait accompli en quelques minutes un calcul hors de portée des supercalculateurs classiques. Elle compte 53 bits quantiques supraconducteurs. Pour l'expérience qui nous intéresse, l'équipe n'en a utilisé que 9. 9. Un circuit que l'on pourrait dessiner au dos d'une enveloppe. Et sur ces 9 bits, un matin de janvier 2022, ils ont fait tourner un protocole qui devait, si tout se passait comme prévu, envoyer un bit d'information d'un côté du système et le faire ressortir de l'autre en ayant traversé, dans le langage de la traduction gravitationnelle, un tunnel entre 2 trous noirs. Le protocole lui-même est d'une élégance froide. On prépare les 2 moitiés du système dans un état d'intrication soigneusement contrôlé. On y insère un bit d'information d'un côté. On le laisse se disperser, se mélanger au reste. Puis, à un instant précis, on applique l'impulsion de couplage entre les 2 moitiés. Et l'on regarde de l'autre côté si quelque chose ressort. Quelque chose est ressorti. Un pic net dans les données, à l'endroit et au moment attendu. L'article est paru en couverture de la revue scientifique la plus prestigieuse du monde, le 30 novembre 2022. Le titre qui a circulé ensuite, dans toutes les langues, tenait en quelques mots « Un trou de verre créé dans un ordinateur quantique ». La gravitation, disait-on, avait été traînée de force à l'intérieur d'un laboratoire. Pendant quelques semaines, une grande partie de la planète a cru que c'était arrivé. Il faut immédiatement désamorcer un malentendu, parce qu'il empoisonne toute la discussion. Le transfert d'un état quantique d'un endroit à un autre s'appelle techniquement une téléportation, et ce mot est un piège linguistique redoutable. La téléportation quantique ne déplace aucune matière. Elle ne transmet aucune information plus vite que la lumière. Elle exige, pour fonctionner, l'envoi d'un message ordinaire par un canal ordinaire. Et sans ce message, celui qui reçoit ne peut rien reconstruire du tout. Le protocole avait été réalisé pour la première fois en 1997. Il est devenu, depuis un outil de routine, on l'a fait entre 2 bâtiments, entre 2 îles, et même entre une station au sol et un satellite en orbite, sur plus de 1000 km. Autrement dit, téléporter un bit n'avait rien de nouveau en 2022. Ce qui était nouveau, ce n'était pas le geste, c'était l'interprétation. L'équipe ne disait pas avoir réalisé une téléportation de plus. Elle disait avoir construit un système dont la description gravitationnelle équivalente était celle d'un trou de verre traversable, et avoir vu l'information emprunter ce passage. Dans leur récit, le bit ne s'était pas déplacé d'un endroit à un autre du circuit. Il était tombé dans un trou noir situé d'un côté d'un univers miniature, avait glissé dans la gorge et était ressorti d'un second trou noir de l'autre côté. Pour qu'une phrase pareille ait ne serait-ce qu'un sens,
Il faut comprendre l'idée la plus déconcertante de la physique théorique contemporaine. Une idée qui a mis 20 ans à s'imposer, qui repose sur une démonstration mathématique d'une précision remarquable et qui, la première fois qu'on l'entend, donne la sensation d'avoir mal écouté. Elle est née d'un affrontement entre un étudiant obstiné et une évidence. Au début des années 70, un jeune chercheur nommé Jacob Bekenstein travaille à Princeton sous la direction de John Wheeler, l'un des esprits les plus inventifs de sa génération. Un jour, Wheeler lui glisse une remarque en apparence anodine, à demi plaisante. Quand on pose une tasse de thé chaud à côté d'une tasse froide et qu'on les laisse s'équilibrer, on augmente le désordre de l'univers de façon irréversible. C'est le deuxième principe de la thermodynamique, l'une des lois les mieux établies de toute la science. Mais que se passe-t-il, demande Wheeler, si l'on jette la tasse dans un trou noir? Le désordre disparaît de l'univers observable. Le crime est parfait. Personne ne peut plus le constater. Bekenstein prend la plaisanterie au sérieux, et sa réponse va bouleverser la physique. Il affirme que le crime n'est pas parfait, parce qu'un trou noir possède lui-même une entropie, une mesure de la quantité d'informations qu'il contient, et il calcule quelle est cette quantité. Le résultat est stupéfiant. L'entropie d'un trou noir n'est pas proportionnelle à son volume, comme l'intuition l'exigerait pour n'importe quel objet ordinaire. Elle est proportionnelle à la surface de son horizon. Prenez une seconde pour mesurer l'étrangeté de cela. Si vous voulez savoir combien d'informations tient dans une boîte, vous comptez ce qu'il y a dedans. C'est ainsi que fonctionne tout le reste du monde. Un disque dur 2 fois plus épais contient 2 fois plus de données. Mais pour un trou noir, la capacité ne dépend que de l'air de la membrane qui l'enveloppe. Doublez le rayon, et la capacité est multipliée par 4, non par 8. Comme si tout ce qui se passe à l'intérieur d'un volume était en réalité inscrit sur la surface qui l'enferme. Stephen Hawking a d'abord trouvé cette idée absurde, et il l'a combattue avec vigueur. Puis, en essayant de démontrer qu'elle était fausse, il a découvert quelque chose de plus grand encore. Les trous noirs ne sont pas totalement noirs. Ils rayonnent. Un flux extraordinairement ténu de particules s'échappe de leur voisinage immédiat, et ce rayonnement possède une température parfaitement définie. Ce résultat, publié en 1974, a validé le calcul de Bekenstein en lui donnant le coefficient exact qui lui manquait. Le trou noir n'était plus un simple puits, c'était un objet thermodynamique, avec une température, une entropie, une capacité d'information mesurable. Ce n'est pas resté une curiosité mathématique. Depuis, nous avons vu ces objets. En 2015, 2 détecteurs américains ont enregistré le passage d'une onde gravitationnelle produite par la fusion de 2 trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière. Une vibration de l'espace-temps lui-même, dont l'amplitude, en arrivant sur Terre, était 1000 fois plus petite qu'un noyau atomique. En 2019, un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète a produit la première image de l'ombre d'un trou noir supermassif, un anneau de lumière tordu autour d'un centre absolument sombre à 55 millions d'années-lumière. Ces objets ne sont pas des abstractions. Ils sont là, ils tournent, ils fusionnent, ils courbent la lumière. Et si leur capacité d'information se lie sur leur surface, alors quelque chose de très profond se joue sur la nature même de l'espace. C'est l'intuition qu'ont eue 2 physiciens au milieu des années 90. Gerhard Hooft d'abord, puis Leonard Susskind, ont proposé de renverser la bizarrerie en principe. Et si ce n'était pas une propriété exotique des trous noirs, mais une règle générale? Et si tout ce qui se passe dans une région de l'espace pouvait être décrit, intégralement, sans la moindre perte, par une information vivant sur la frontière de cette région, dans une dimension de moins? Pensez à un sillon de vinyle. Une rainure, une seule, gravée en spirale sur une surface plate, dans laquelle est enfermé un orchestre entier, les cordes, les cuivres, la respiration du chef, la résonance de la salle. Rien de tout cela n'est présent dans le disque. Et pourtant tout y est, jusqu'au dernier détail, encodé dans une géométrie plus pauvre que celle du phénomène qu'elle contient. Le principe holographique dit quelque chose de comparable, mais en beaucoup plus radical. Le volume lui-même, l'espace dans lequel les choses se déploient, pourrait être la lecture d'une information inscrite ailleurs, sur une surface, dans un langage sans gravitation. Ce n'était encore qu'une intuition. Elle est devenue un instrument de calcul en 1997. Cette année-là, un jeune physicien argentin,
Juan Maldacena, publie un article qui deviendra l'un des plus cités de toute l'histoire de la physique théorique. Il y établit une correspondance précise, terme à terme, entre deux descriptions apparemment sans rapport. D'un côté, une théorie de particules vivant sur le bord d'un certain espace, sans aucune gravitation. De l'autre, une théorie de la gravitation remplissant l'intérieur de cet espace avec une dimension de plus. Et il montre que les deux descriptions ne sont pas simplement analogues, elles sont interchangeables. Tout calcul mené d'un côté possède une traduction exacte de l'autre côté. Les mêmes nombres sortent, toujours. Ce n'était plus une intuition sur les trous noirs. C'était un dictionnaire, ligne par ligne, entre l'information et la géométrie. Un pont entre deux continents que l'on croyait séparés par un océan. Ce résultat a déclenché un quart de siècle de travaux, des milliers d'articles, des carrières entières. Mais il faut, absolument, comprendre la nature exacte de ce triomphe, parce que c'est de là que toute la suite tire son autorité, et aussi toute sa fragilité. La correspondance est démontrée, avec une rigueur remarquable, dans un type d'univers très particulier. Un univers dont la courbure se replie vers l'intérieur, comme les parois d'un récipient fermé, ce que les physiciens appellent un espace anti-de Sitter. Dans ce cadre, la frontière existe, elle est bien définie, on peut y poser une théorie et faire fonctionner le dictionnaire. Or, ce n'est pas l'univers où nous vivons. Le nôtre s'étend, il accélère. Il s'écarte de lui-même sous l'effet de ce que l'on appelle l'énergie sombre, cette contribution que l'on mesure sans la comprendre et qui compose l'essentiel du contenu énergétique du cosmos. Notre espace fuit vers l'extérieur, exactement à l'inverse du récipient. Et dans un univers de ce genre, personne ne sait écrire la correspondance de manière exacte. On la soupçonne, on l'espère, on en bricole des versions approchées qui fonctionnent dans certains régimes. Mais le théorème propre s'arrête à la porte de notre cosmos. Cela ne signifie pas que l'holographie soit fausse chez nous. Cela signifie que l'instrument le plus précis dont nous disposions pour relier la gravitation à l'information a été forgé dans un univers modèle, et que nul ne sait encore jusqu'où il conserve sa validité dans le monde réel. Quand vous entendez qu'une équipe a simulé de la gravitation sur une puce, gardez présent à l'esprit que la gravitation en question habite, pour l'instant, un récipient que nous n'occupons pas. Il reste que le dictionnaire, dans son domaine de validité, fonctionne remarquablement bien. Et il a conduit à une conjecture encore plus audacieuse, formulée en 2013 par Maldacena et Susskind, qui tient dans une équation de 3 lettres de chaque côté. Ils sont partis d'une coïncidence historique troublante. En 1935, Einstein a publié 2 articles, avec 2 collaborateurs différents, sur 2 sujets que personne n'a jamais reliés pendant près de 80 ans. Dans le premier, écrit avec Boris Podolsky et Nathan Rosen, il décrit ce lien étrange entre 2 particules dont les propriétés restent corrélées, quelle que soit la distance qui les sépare, ce que l'on appelle aujourd'hui l'intrication. Dans le second, écrit avec le même Nathan Rosen, il décrit un pont dans la géométrie de l'espace-temps reliant 2 régions éloignées, ce que l'on appelle aujourd'hui un trou de verre. Maldacena et Susskind ont avancé que ces 2 articles parlaient, sans le savoir, du même phénomène. Que 2 particules intriquées sont, vues à travers la traduction gravitationnelle, reliées par un pont géométrique microscopique. Que l'intrication n'est pas un lien qui traverse l'espace, mais un pont fait d'espace. Si cette conjecture est juste, alors la trame même du cosmos, la géométrie dans laquelle les galaxies dérivent, serait tissée d'intrication. Point par point, fil par fil, l'espace ne serait pas le décor dans lequel les choses arrivent. Il serait ce qui émerge quand assez de choses sont liées entre elles. C'est une idée splendide, ce n'est pas un théorème. Et il faut être très précis sur ce point. Personne n'a démontré ER égale EPR. C'est une proposition d'unification, appuyée sur un faisceau d'indices mathématiques convergents, qui séduit une grande partie de la communauté, et qui laisse une autre partie parfaitement sceptique. Ce qui n'est pas une conjecture, en revanche, c'est l'intrication elle-même. Ce phénomène a été traqué pendant des décennies avec un acharnement rare. Dans les années 60, John Bell a montré qu'il existait un test décisif, une inégalité mathématique que la nature respecterait si les corrélations observées s'expliquaient par des propriétés cachées, fixées à l'avance, et qu'elle violerait
si la mécanique quantique disait vrai. Le test a été mené, amélioré, débarrassé une à une de toutes ces échappatoires possibles pendant 40 ans, jusqu'à ce que les expériences les plus soignées ferment simultanément les dernières failles. Le prix Nobel de physique 2022 a couronné ce travail. L'intrication est réelle, mesurée, exploitée aujourd'hui dans des dispositifs de cryptographie. La question n'a donc jamais été de savoir si l'intrication existe. La question est de savoir jusqu'où l'on a le droit de l'interpréter. Et l'expérience de 9 bits, dans l'esprit de ceux qui l'ont menée, était la première tentative pour toucher du doigt, en laboratoire, cette interprétation-là. Vous comprenez maintenant pourquoi l'enjeu était si lourd, et pourquoi la déception, quand le doute est arrivé, a été à la mesure exacte du rêve. Le système quantique choisi pour cette tentative porte les initiales de 3 chercheurs et se prononce comme une syllabe étrangère. On l'appelle le modèle SYK, et son origine devrait vous arrêter net, parce qu'elle raconte à elle seule à quel point la frontière entre la gravitation et la matière ordinaire est devenue poreuse. Ce modèle n'a pas été inventé pour parler de trous noirs. Il a été conçu, dans sa première version, pour comprendre un problème de matière condensée qui empoisonne les physiciens depuis les années 80, les métaux étranges. Dans un métal ordinaire, les électrons se comportent à peu près comme un gaz de particules indépendantes qui se bousculent poliment. C'est ce qui permet de prédire comment le cuivre conduit l'électricité, comment sa résistance varie avec la température, pourquoi il chauffe. Mais il existe des matériaux, notamment certains supraconducteurs à haute température, où ce tableau s'effondre complètement. Les électrons y cessent d'être des individus. Ils se mettent à couler comme un fluide collectif, corrélés les uns aux autres, si intimement qu'aucune théorie classique ne parvient à en rendre compte. C'est pour attaquer ce mystère que le modèle a été construit. Il décrit un ensemble de particules qui interagissent toutes avec toutes, selon un motif tiré au hasard, mais fixé une fois pour toutes. Pas de voisins privilégiés, pas de structure spatiale. Un enchevêtrement démocratique et total. Et c'est après coup, seulement après coup, que l'on s'est aperçu de quelque chose d'extraordinaire. Quand on applique à ce modèle la traduction holographique, on découvre qu'il contient un trou noir. Pas une métaphore de trou noir. La description gravitationnelle exacte, dans un univers modèle à 2 dimensions, d'un trou noir avec sa température, son horizon, son entropie. Prenez la mesure de cette rencontre. Les mêmes équations décrivent le comportement récalcitrant d'un alliage que l'on pourrait tenir dans la main, et un objet gravitationnel dans un espace courbe. La chose la plus banale et la chose la plus lointaine se retrouvent sur la même page. C'est cette coïncidence troublante, plus que tout autre argument, qui a donné aux physiciens l'audace de croire qu'on pouvait peut-être fabriquer un peu de gravitation avec une poignée de bits. Mais pour comprendre pourquoi ce modèle est considéré comme une doublure crédible, il faut parler de la propriété la plus spectaculaire des trous noirs, celle qui n'a rien à voir avec leur masse ou leur taille. Les trous noirs sont les mélangeurs les plus efficaces de l'univers. Voici ce que cela signifie. Jetez une goutte d'encre dans un verre d'eau. Au début, l'information sur la position de chaque molécule de colorant est localisée, lisible. Puis, elle se disperse. Au bout d'un moment, l'encre est partout. Et bien qu'aucune molécule n'ait disparu, plus personne ne peut reconstituer la forme initiale de la goutte en regardant une petite partie du verre. L'information n'est pas détruite. Elle est devenue illisible localement. Les physiciens appellent cela le brouillage. Tous les systèmes complexes brouillent l'information. La question intéressante est, à quelle vitesse? En 2016, 3 théoriciens ont démontré qu'il existe une limite absolue. Aucun système quantique, quelle que soit sa nature, ne peut brouiller plus vite qu'un certain taux fixé par sa température et par la constante fondamentale de la mécanique quantique, une limite de vitesse pour le chaos, inscrite dans les lois elles-mêmes. Les trous noirs atteignent exactement cette limite. Ils sont saturés. Ils vont aussi vite que la nature l'autorise. Le modèle SYK aussi. Et ce n'est pas un hasard. C'est précisément la signature qui permet d'affirmer que les 2 objets sont les 2 faces d'une même description. Un système qui brouille à la vitesse maximale se comporte, du côté gravitationnel du dictionnaire, comme un trou noir. Cette propriété est la carte d'identité du dispositif. Elle est aussi au centre de l'une des plus belles blessures ouvertes de la physique moderne. Quand de la matière tombe dans un trou noir, où va son information?
tout ce qui définit un objet, la position de chacun de ses atomes, la totalité de son histoire, semble engloutie. Or, la mécanique quantique interdit formellement cette disparition. L'information, dans son cadre, ne peut pas s'évaporer de l'univers. Hawking a soutenu pendant des années que les trous noirs faisaient exception, qu'ils détruisaient réellement l'information, et que la mécanique quantique devait être modifiée. La communauté s'est divisée. En 1997, il a même engagé un pari formel avec 2 collègues, dont un théoricien de Caltech nommé John Preskill, l'enjeu étant une encyclopédie pour le gagnant. 7 ans plus tard, en 2004, devant une salle comble lors d'une conférence à Dublin, Hawking a concédé publiquement sa défaite et remis à Preskill une encyclopédie du baseball, en précisant avec son humour habituel qu'une encyclopédie de cricket aurait été plus appropriée, mais qu'il n'avait pas réussi à s'en procurer une. Ce genre de scène raconte quelque chose d'essentiel sur la manière dont la physique avance. Un homme change publiquement d'avis, remet un trophée absurde à celui qui avait raison, et le domaine progresse. La réponse qui domine aujourd'hui est que l'information n'est pas détruite, mais étalée sur l'horizon avec une rapidité et une complétude qui dépassent tout autre système connu. Il existe même un raisonnement magnifique, dû à Patrick Hayden et au même Preskill, qui pousse cette idée à sa limite. Imaginez que vous écriviez vos secrets les plus intimes dans un carnet, puis que vous jetiez ce carnet dans un trou noir déjà ancien, déjà bien mélangé. Combien de temps faut-il attendre avant que l'information contenue dans le carnet ne redevienne accessible dans le rayonnement qui s'échappe? La réponse, si l'on accepte les hypothèses standards, est déconcertante. À peine plus longtemps qu'il n'en faut au trou noir pour brouiller ce qu'il vient d'avaler. Un observateur assez patient, assez équipé, ayant collecté à l'avance la moitié du rayonnement, pourrait reconstituer le contenu du carnet presque immédiatement. Le trou noir est un miroir extraordinairement rapide, et non un tombeau. Cette histoire a connu un rebondissement remarquable à partir de 2019, quand plusieurs équipes indépendantes ont réussi à calculer, dans des modèles contrôlés, l'évolution de l'entropie du rayonnement d'un trou noir au cours de son évaporation. La courbe qu'ils ont obtenue monte, atteint un maximum, puis redescend, exactement comme l'exige la conservation de l'information. Et le plus étonnant est la manière dont ils y sont parvenus. Dans le calcul, à un moment précis, apparaissent des contributions géométriques nouvelles qui relient différentes copies du système entre elles. Des ponts. Les théoriciens les ont appelés des trous de verre de réplique. Autrement dit, les trous de verre ne sont pas seulement une image romantique héritée de la science-fiction. Ils apparaissent, aujourd'hui, comme des termes indispensables dans des calculs quantiques sérieux. Et sans eux, le résultat est faux. C'est peut-être le développement le plus important de la gravitation théorique de la dernière décennie, et il s'est produit presque entièrement à l'écart des projecteurs, dans des articles que personne n'a mis en couverture. Vous voyez pourquoi, dans ce contexte, la perspective de manipuler un trou de verre sur du matériel réel a électrisé le domaine. Il ne restait qu'un obstacle, mais il était considérable. Le modèle SYK, dans sa version complète, est un monstre combinatoire. Pour que le comportement gravitationnel émerge proprement, il faut un grand nombre de particules interagissant toutes ensemble. Le nombre de termes d'interaction croît comme la puissance 4e du nombre de particules. Avec quelques dizaines de constituants, on se retrouve déjà avec des dizaines de milliers de termes. Aucun ordinateur quantique existant, ni Sycamore ni aucun autre, ne peut faire tourner une chose pareille. Ce n'est même pas une question de progrès à court terme. C'est hors d'atteinte d'un facteur immense. Alors l'équipe a fait ce que l'on fait quand un modèle ne rentre pas dans une machine. Elle l'a taillé. Et pour le tailler, elle a utilisé un algorithme d'apprentissage automatique. On lui a donné le modèle complet, on lui a demandé de supprimer des termes d'interaction, un par un, en surveillant à chaque étape si les propriétés jugées essentielles survivaient. L'algorithme a élagué, testé, élagué encore. À la fin du processus, il restait quelque chose de minuscule, une poignée de particules, quelques termes d'interaction, assez petits pour tenir sur 9 bits quantiques, avec 164 opérations à 2 bits pour l'exécuter. Ils ont baptisé ce résidu le modèle clairsemé, et ils ont considéré qu'il restait suffisamment fidèle à l'original pour se comporter encore comme de la gravitation. Ce choix, cette taille, cet élagage, sont exactement l'endroit où l'histoire allait se briser. Mais personne ne le savait encore.
Ils ont lancé l'expérience. Et ils n'ont pas seulement observé le passage du bit, ils ont affirmé avoir identifié 5 signatures distinctes, 5 empreintes du comportement qu'aurait un véritable trou de verre. La première, le bit s'était brouillé et thermalisé comme le fait l'information quand elle tombe dans un trou noir. La deuxième, les signaux ressortaient dans le bon ordre causal, cohérent avec un passage à travers une géométrie. La troisième, le couplage appliqué correspondait, dans la traduction, à une impulsion d'énergie négative. La quatrième, le signal de sortie présentait un léger retard, du type exact que la relativité générale prédit pour un objet traversant une région d'espace courbé. Ce quatrième point mérite une pause, parce qu'il ne s'agit pas d'un raffinement inventé pour l'occasion. Ce retard est un effet réel, mesuré dans notre propre système solaire. Quand un signal radio passe près du Soleil, il met un peu plus de temps à nous parvenir que si l'espace était plat, parce que la masse du Soleil creuse la géométrie et allonge le trajet. L'effet a été prédit au milieu des années 60, puis vérifié en envoyant des signaux vers des sondes en orbite, autour d'autres planètes et en chronométrant leur retour. Il est aujourd'hui si bien établi qu'il faut en tenir compte pour piloter les missions interplanétaires. L'équipe soutenait avoir observé, dans le minuscule délai de son signal, l'équivalent quantique de ce phénomène. La 5e signature était présentée comme la preuve décisive, un motif particulier dans les données, que l'on appelle l'enroulement de taille parfait, censé n'apparaître que si le système possède réellement la structure attendue. 5 empreintes digitales, toutes pointant dans la même direction. À 3 heures de route au nord, dans un bureau de l'université de Berkeley, 3 personnes ont fait ce que font tous les groupes de recherche sérieux quand un résultat spectaculaire tombe dans leur domaine. Ils se sont assis pour comprendre comment cela pouvait fonctionner. Ils s'appelaient Bryce Cobrin, Thomas Schuster et Norman Yao. Le dernier dirige un groupe qui travaille exactement à l'endroit où l'information quantique et la gravitation commencent à se recouvrir. Ce n'étaient pas des adversaires. C'étaient des voisins de discipline, sincèrement intéressés, qui voulaient reproduire le raisonnement pour eux-mêmes. Leur question de départ était modeste, presque technique. Comment un modèle aussi minuscule, réduit à une poignée de termes par un algorithme d'élagage, peut-il encore contenir ce que le titre affirmait? Ce qu'ils ont trouvé les a arrêtés. Le modèle clairsemé, cette version taillée produite par l'apprentissage automatique, possédait une propriété mathématique très particulière que personne n'avait relevée. Tous ces termes d'interaction commutaient entre eux. Chacun d'eux, appliqué au système, n'interférait pas avec les autres. L'ordre dans lequel on les appliquait ne changeait rien au résultat final. Vous n'avez pas besoin de la définition formelle, vous avez besoin de l'image, et elle est saisissante. Imaginez un système gravitationnel authentique, un trou noir, comme un marché bondé un jour de forte affluence. Tout le monde parle en même temps, se croise, se bouscule, s'interrompt. Une phrase prononcée à un endroit modifie ce qui se passe 3 mètres plus loin, qui modifie à son tour ce qui se passe ailleurs. Au bout de quelques instants, il est absolument impossible de reconstituer qui a dit quoi et dans quel ordre. L'information a été dispersée dans la totalité du lieu. C'est cela, un système qui brouille et qui thermalise. C'est cela que la gravitation est censée faire à l'échelle quantique. Un système entièrement commutatif ne ressemble pas du tout à cela. Il ressemble plutôt à une rangée de pendules accrochées au même mur. Chacun oscille selon son propre rythme, dans son propre plan, indéfiniment. Ils peuvent être nombreux, ils peuvent être en mouvement, ils peuvent produire ensemble un motif compliqué à regarder. Mais aucun n'influence les autres. Rien ne se mélange. Il n'y a pas de chaos, seulement une superposition de régularités indépendantes. Or, le brouillage, cette dispersion irréversible de l'information, était la première des 5 empreintes annoncées. Un système entièrement commutatif ne peut pas thermaliser. Ce n'est pas qu'il thermalise mal, ou lentement, ou imparfaitement. Il ne le peut pas, structurellement, parce que le mécanisme qui produit la thermalisation exige précisément que les termes se contrarient les uns les autres. Cette empreinte-là, soutenait le groupe de Berkeley, n'était pas réellement présente dans l'expérience. Elle avait seulement l'air d'y être. Le deuxième coup a porté sur la preuve décisive elle-même. L'enroulement de taille parfait, ce motif dans les données présentées comme la signature la plus claire d'une interprétation gravitationnelle, avait été analysé par Cobrin et ses collègues. Ils ont montré que ce motif est quelque chose que les petits systèmes commutatifs produisent naturellement, tout le temps,
sans avoir la moindre parenté avec la gravitation. Il n'était pas la trace d'un trou de verre. Il était la trace de la simplification qui avait été appliquée pour faire tenir le modèle sur 9 bits. Autrement dit, le signal le plus convaincant avait été fabriqué, sans que personne le veuille, par l'outil qui avait rendu l'expérience possible. Le troisième coup a porté sur la forme du signal de téléportation lui-même. En regardant en détail comment il se comportait quand on faisait varier les paramètres, l'équipe de Berkeley a trouvé qu'il ne correspondait pas à ce qu'un bit traversant un véritable passage devrait produire. La dépendance était mauvaise. La correspondance, beaucoup plus lâche que l'article ne le laissait entendre. 3 empreintes sur 5, disparues ou gravement compromises. Il faut être juste, parce que ce point est souvent perdu dans les résumés. Les 2 autres signatures, l'ordre causal des sorties et la correspondance du couplage avec une impulsion d'énergie négative, sont restées beaucoup moins contestées. Le débat n'a jamais été un verdict de tout ou rien. Ce fut une négociation, empreinte par empreinte, sur ce qui relevait de la gravitation et ce qui relevait de l'artefact. C'est laborieux, c'est inconfortable, et c'est exactement ainsi que la connaissance se construit quand elle est honnête. On n'efface pas une expérience d'un trait de plume. On la démonte pièce par pièce. On garde ce qui résiste. On écarte ce qui cède. Et l'on accepte parfois de rester longtemps avec un objet à moitié validé. Ni triomphe, ni imposture. Suspendu dans l'attente d'un jugement que seules de nouvelles données pourront rendre. Il existe un nom pour le genre d'erreur qui s'était glissé là. Les physiciens parlent parfois du problème du réverbère. Un homme cherche ses clés sous un lampadaire, la nuit. Un passant lui demande s'il les a perdues à cet endroit. « Non », répond-il, « mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. » La version scientifique du problème est plus insidieuse que la blague. Elle survient quand l'outil qui rend une chose visible fabrique aussi le motif que l'on croit découvrir. Et l'histoire de l'astronomie et de la physique en est pavée, souvent avec des acteurs de tout premier plan. En 1969, un physicien de l'Université du Maryland annonce avoir détecté des ondes gravitationnelles. Il avait construit d'énormes cylindres d'aluminium suspendus, censés vibrer au passage d'une onde. Il voyait des coïncidences entre ces détecteurs séparés de 1000 km, et il en voyait beaucoup. Le taux d'événements qu'il rapportait était si élevé que, si on l'avait pris au sérieux, notre galaxie aurait dû perdre sa masse à une vitesse incompatible avec son existence même. Des équipes du monde entier ont construit des détecteurs similaires. Aucune n'a rien vu. Il a fallu des années de débats douloureux pour établir que l'analyse statistique elle-même, la façon dont les coïncidences étaient sélectionnées dans le bruit, produisait le signal. En 2011, une collaboration internationale annonce avoir mesuré des neutrinos parcourant 730 km d'un accélérateur suisse jusqu'à un laboratoire souterrain italien en arrivant 60 nanosecondes plus tôt que la lumière. La nouvelle a fait le tour du monde en quelques heures, parce qu'elle contredisait la relativité restreinte. L'équipe, à son honneur, n'a jamais prétendu avoir découvert quoi que ce soit. Elle a publié la mesure en demandant explicitement à la communauté de trouver l'erreur. La communauté l'a trouvée. Un connecteur de fibre optique mal vissé introduisait un décalage dans l'horodatage du système, une pièce de quelques centimes. 2 responsables de la collaboration ont démissionné. Et en 2014, une équipe annonce lors d'une conférence de presse, retransmise dans le monde entier, avoir détecté, dans la lumière la plus ancienne de l'univers, la signature d'ondes gravitationnelles primordiales issue des premiers instants du cosmos. On a filmé l'un des théoriciens fondateurs, recevant la nouvelle sur le pas de sa porte, une bouteille de champagne à la main. C'était présenté comme l'une des plus grandes découvertes du siècle. Quelques mois plus tard, l'analyse des données d'un satellite européen a montré que le motif observé pouvait s'expliquer entièrement par de la poussière interstellaire de notre propre galaxie, polarisée par les champs magnétiques. Le signal était réel, son origine ne l'était pas. Et il faut être honnête dans les 2 sens, parce que la prudence, poussée trop loin, a parfois failli faire manquer de vraies découvertes. À la fin de 1967, une doctorante de Cambridge repère dans les kilomètres de papier millimétré que crache son radiotélescope un signal d'une régularité absurde, une impulsion toutes les 1,337 secondes, avec une précision d'horloge. Aucun objet céleste connu ne pouvait faire cela. Le premier réflexe fut de soupçonner une interférence terrestre, un chauffage, une voiture, un radar. Le deuxième, à demi sérieux,
fut d'envisager une origine artificielle. La source fut provisoirement étiquetée LGM1. Puis un second signal du même type est apparu dans une toute autre direction du ciel, ce qui rendait l'hypothèse d'une civilisation intenable. C'était la première détection d'un pulsar, une étoile à neutrons en rotation, un astre de la masse du Soleil, comprimé dans une vingtaine de kilomètres, si dense qu'un dé à coudre de sa matière pèserait autant qu'une montagne, tournant sur lui-même plusieurs fois par seconde et balayant l'espace d'un faisceau comme un phare. Le doute, dans ce cas, n'a rien tué. Il a rendu la découverte inattaquable. Voilà la différence, et elle est décisive. Le doute ne détruit pas les vraies découvertes. Il ne détruit que les mauvaises. Un résultat solide sort d'un examen sévère, plus solide encore, débarrassé de ce qu'il traînait d'incertain. Un résultat fragile s'y défait. C'est le seul filtre que nous ayons jamais eu, et il fonctionne d'autant mieux qu'on l'applique tôt. Ces épisodes ne racontent pas la malhonnêteté. Ils racontent la forme la plus ancienne et la plus tenace de l'erreur humaine. Confondre ce que l'on voit avec ce qui est, quand l'instrument qui montre est aussi celui qui dessine. Voilà pourquoi la mise en garde de Berkeley n'était pas un acte d'hostilité, mais un acte de fidélité au métier. Le 15 février 2023, les 3 chercheurs ont déposé leur analyse sur un serveur de prépublication en accès libre. Pas dans une revue, pas derrière une barrière. En public, immédiatement, à la disposition de quiconque voulait vérifier leur vérification. Ce détail n'est pas anodin. Il raconte une transformation profonde de la manière dont la physique se corrige. Pendant des siècles, le tri entre le solide et le fragile se faisait en privé, dans les coulisses d'une revue, avant publication. Le public ne voyait que le résultat déjà filtré. Aujourd'hui, une part considérable de cette épreuve se déroule au grand jour, sur des serveurs où chacun dépose son analyse et où la communauté entière débat en temps réel, parfois rudement. C'est plus désordonné. C'est aussi beaucoup plus honnête. On voit la science se faire, hésiter, se reprendre, au lieu de ne recevoir que sa version finale et lissée. Mais cette ouverture a un prix, et il est cruel. Les titres se forment au moment de l'annonce initiale, sur le résultat éclatant. Ils ne se reforment pas 2 ans plus tard sur la correction discrète. Le public assiste à la naissance des affirmations spectaculaires, presque jamais à leur lente révision. C'est ainsi qu'une idée déjà ébranlée dans les laboratoires continue longtemps de circuler dans le monde comme un fait acquis. La réaction du milieu a été mesurée, mais sans ambiguïté. John Preskill, le théoricien de Caltech, qui avait gagné une encyclopédie de baseball 20 ans plus tôt et qui n'appartenait à aucun des 2 camps, a confié à un magazine scientifique que les preuves en faveur d'une interprétation gravitationnelle lui semblaient s'affaiblir. Ce nom mérite qu'on s'y arrête, parce que c'est lui qui a forgé l'expression qui décrit le mieux notre époque quantique. Il a parlé de l'ère des machines bruyantes de taille intermédiaire. Bruyantes, parce qu'elles commettent encore trop d'erreurs et perdent leur cohérence trop vite. De taille intermédiaire, parce qu'elles comptent assez de bits pour dépasser ce qu'un ordinateur classique recalcule aisément, mais pas encore assez pour corriger leurs propres fautes. C'est exactement l'entre-deux inconfortable où se joue le trou de verre et le faux vide. Des machines assez puissantes pour s'aventurer là où nous ne pouvons plus les suivre, et trop imparfaites pour qu'on leur accorde une confiance aveugle. Nous avons construit des instruments qui voient plus loin que nos moyens de contrôle, et nous traversons la période exacte où il faut apprendre à vivre avec ce décalage, sans renoncer à interroger le cosmos, mais sans croire non plus tout ce qu'il semble répondre. Que ce soit l'homme qui a nommé cette ère, qui ait aussi prononcé le doute à voix haute, n'a rien d'un hasard. Il savait mieux que quiconque de quelle étoffe fragile sont faites les réponses de ces machines. L'équipe qui avait mené l'expérience n'a pas plié, et il faut lui reconnaître cela. Elle a répondu par des arguments, pas par du silence. Sa position, résumée, était la suivante. Oui, le modèle taillé est commutatif, et non, cela ne réduit pas l'expérience à néant. Un collaborateur de longue date du groupe a proposé une notion intermédiaire qu'il a qualifiée de comportement pseudo-holographique. Pas tout à fait de la gravitation, pas rien non plus. Un régime ou un mécanisme de téléportation apparenté opère, avec ses propres règles, dans une plage de paramètres différente de celle d'un véritable passage traversable. Regardez bien la ligne de faille qui apparaît ici, parce qu'elle traverse tout le programme de recherche. D'un côté,
Il y a les systèmes qui sont duaux à la gravitation, mathématiquement interchangeables, traduisibles terme à terme, où chaque quantité d'un côté possède un correspondant exact de l'autre. Ce sont des instruments de précision. De l'autre, il y a les systèmes qui reproduisent certaines sorties de la gravitation dans certaines conditions. Ce sont des analogies suggestives. Elles ont leur valeur, parfois immense. Elles ne prouvent pas la même chose. L'expérience de 2022 se tient quelque part entre les deux, et la communauté ne s'est pas accordée sur l'endroit exact. Pendant 2 ans, la dispute est restée dans la littérature des prépublications, sans résolution formelle. L'article original continuait de circuler, les critiques aussi. Le public, lui, avait retenu le titre. Puis, en juillet 2025, la revue a fait quelque chose qu'elle ne fait pas souvent. Elle a publié la critique de Berkeley, de manière officielle, évaluée par des pairs, accompagnée d'une réponse de l'équipe d'origine. L'article de 2022 n'a pas été rétracté. Il est toujours là, dans la littérature, consultable, citable. Mais il porte désormais, attaché à lui, une déclaration formelle affirmant que 2 des 5 empreintes gravitationnelles ne sont pas réellement présentes, et que la 3e n'a l'air d'y être qu'en raison de la simplification appliquée au modèle. La réponse publiée par l'équipe concédait, en substance, qu'une grande partie des processus exécutés par leur dispositif ne possédaient pas de description gravitationnelle, tout en maintenant que certains en possédaient une. Alors, où cela nous laisse-t-il? Le bit a été téléporté. Cela, c'est acquis. L'expérience a tourné. Les données sont les données, et personne ne les conteste. Savoir si ce qui s'est passé sur ces 9 bits avait quoi que ce soit à voir avec la gravitation, au sens où l'affirmait la couverture, est aujourd'hui une question ouverte sur laquelle pèse un doute sérieux. Le résumé le plus honnête que l'on entende dans le milieu, en 2026, est que l'expérience a montré quelque chose d'intéressant. Que ce quelque chose soit un trou de verre ou un modèle jouet astucieux et légèrement trompeur n'est pas tranché. Et pourtant, il serait facile et faux de transformer cette histoire en réquisitoire. Quelque chose de réel a bien été accompli sur ces 9 bits, qu'on l'appelle trou de verre ou non. Pour la première fois, une équipe a pris une idée née sur des tableaux noirs, l'a réduite par apprentissage automatique, jusqu'à la faire tenir sur du matériel existant, et l'a exécutée proprement sur une machine réelle. Le protocole a fonctionné comme prévu. Le pont entre la théorie de l'information et la paillasse de laboratoire, qui n'existait jusque-là que dans l'esprit des théoriciens, a reçu une première incarnation matérielle, si imparfaite soit-elle. La valeur d'une tentative ne se mesure pas seulement à la justesse de son titre. Elle se mesure aussi à ce qu'elle rend possible, une méthode, un savoir-faire, un terrain d'essai sur lequel les expériences suivantes, mieux conçues, viendront s'appuyer. Les premiers vols motorisés de l'histoire n'ont parcouru que quelques dizaines de mètres, en 12 secondes, à 1 mètre du sol. Personne ne dit pour autant qu'ils n'ont pas volé. La question n'est pas de savoir si le premier saut était parfait. Elle est de savoir si l'on a appris, en le faisant, à mieux sauter la fois suivante. Sur ce point, même les critiques les plus sévères concèdent que oui. Il vaut la peine, maintenant, de se demander comment un résultat fragile devient en 48 heures une certitude planétaire. Le mécanisme est presque toujours le même, et il n'a rien de malveillant. Un laboratoire prestigieux rédige un communiqué qui doit par nature capter l'attention. Les mots prudents de l'article, dual, modèle, sous certaines conditions, dans un régime donné, s'évaporent au profit d'une image saisissante. Les journalistes, honnêtes et pressés, reprennent l'image parce que c'est elle qu'on leur a tendue. Chaque relais simplifie un peu parce qu'un titre nuancé ne circule pas. Et le public reçoit, au bout de la chaîne, une phrase nette, spectaculaire, débarrassée de tous les conditionnels qui en faisaient de la science. Personne n'a menti à aucune étape. Chacun a simplement échangé un peu de prudence contre un peu de clarté. Et la somme de ces petits arrondis transforme un signal incertain en fait établi. Il faut aussi nommer la pression qui pousse en arrière-plan sur toute cette machinerie, parce qu'elle est devenue considérable. L'informatique quantique n'est plus un sujet de curiosité académique. C'est une industrie où circulent des milliards, où des entreprises géantes et des États rivalisent ouvertement, où la prochaine annonce spectaculaire peut décider d'une levée de fonds, d'un budget national, d'une carrière entière. Dans un tel climat, le mot prudent
et le mot éclatant n'ont pas la même valeur de marché. Une équipe qui annonce un trou de verre sur une puce capte l'attention du monde entier. Une équipe qui annonce avoir téléporté un bit dans un petit système commutatif obtient un entrefilet. Aucune de ces pressions ne transforme un honnête homme en imposteur, mais tout ensemble incline doucement le langage vers le haut, vers l'affirmation forte, vers l'interprétation généreuse. C'est une gravité d'un autre genre, sociale celle-là, qui courbe la manière dont les résultats sont présentés. Et le seul contrepoids connu à cette gravité, le seul, c'est l'existence de gens qui n'ont rien à gagner à ce que l'annonce soit vraie et qui prennent le temps de vérifier. Les 3 physiciens de Berkeley n'avaient aucun bénéfice à retirer du démontage du trou de verre, sinon la satisfaction austère d'avoir regardé de plus près. C'est cette indépendance, plus encore que leur talent, qui a préservé l'honnêteté de toute l'histoire. Il faut aussi penser à ceux qui, dans cette affaire, étaient les plus exposés. Parmi les auteurs de l'article initial figurait un doctorant. Imaginez ce que représente, pour quelqu'un qui commence, de voir son nom sur la couverture de la revue la plus prestigieuse du monde, puis de le voir, 2 ans plus tard, attaché à une controverse que d'autres décortiquent publiquement. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas non plus une faute. La science avance ainsi, par des esprits qui prennent un risque, qui posent une affirmation forte et qui acceptent, en la posant, qu'on la mette en pièces si elle ne tient pas. Ceux qui ne se trompent jamais sont le plus souvent ceux qui n'ont jamais rien tenté d'assez ambitieux pour risquer un échec. Le doute qui s'est abattu sur cette expérience n'est pas une humiliation pour ceux qui l'ont menée. C'est la preuve qu'ils avaient visé assez haut pour mériter d'être examinés sérieusement. Mais maintenant, je voudrais que vous remarquiez quelque chose. Quelque chose qui relie les 2 histoires, celle des bulles et celle du passage, par-dessus tout ce qui les sépare. Parce qu'un même fil court sous les 2. Et ce fil porte un nom que les physiciens préfèrent prononcer à voix basse. Ce fil, c'est le problème de la vérification. Et pour comprendre pourquoi il devrait vous donner le vertige, il faut revenir à une règle si ancienne et si évidente qu'on ne l'enseigne presque jamais, parce qu'elle semble aller de soi. Pendant presque toute l'histoire de la physique, il a existé une manière simple de distinguer un vrai résultat d'une illusion. Vous faites une expérience. Quelqu'un d'autre, ailleurs, avec son propre appareil, la refait. S'il obtient la même réponse, le résultat est probablement réel. S'il obtient une réponse différente, quelqu'un s'est trompé, et le domaine part à la recherche de l'erreur. Cette règle fonctionne encore pour l'immense majorité de ce que font les scientifiques. Elle fonctionne pour les accélérateurs de particules, où 2 détecteurs indépendants installés sur le même anneau ont annoncé séparément la découverte du boson de Higgs le même jour. Elle fonctionne pour les télescopes, pour la chimie, pour la science des matériaux, pour tout ce dont on peut construire une seconde copie et réessayer. Elle commence à se briser pour la simulation quantique, et voici pourquoi. Tout l'intérêt de faire tourner un morceau de physique sur une machine quantique, c'est de faire une chose qu'un ordinateur ordinaire ne peut pas faire. Si un calculateur classique pouvait simuler le modèle complet avec une centaine de particules, ou la formation de bulles dans un système de 5000 éléments intriqués, vous n'auriez aucun besoin de la machine quantique. Vous lanceriez le calcul et vous iriez boire un café. La machine quantique ne gagne son salaire qu'à l'instant précis où le matériel classique ne peut plus suivre. Mais cela crée une situation étrange, presque circulaire. Si votre simulation vous apprend quelque chose de surprenant, comment vérifiez-vous que la réponse est juste? Vous ne pouvez pas la recalculer classiquement pour comparer, c'était précisément le problème que vous cherchiez à contourner. La même puissance qui rend ces machines indispensables les rend difficiles à croire. Et l'histoire récente montre à quel point cette frontière est mouvante. En 2019, l'annonce de la première suprématie quantique reposait sur un calcul qui, disait-on, aurait exigé 10 000 ans à un supercalculateur classique. La revendication n'a pas tenu longtemps sous sa forme initiale. Des équipes travaillant sur des méthodes classiques ont affûté leurs algorithmes, exploité des astuces de représentation que personne n'avait vu venir et grignoté l'avance. Ce qui devait prendre des millénaires a été reproduit en quelques jours, puis en quelques heures, sur de grandes machines ordinaires. Le même scénario s'est répété en 2023, quand un fabricant a présenté une expérience sur plus de 100 bits comme un premier exemple d'utilité quantique. En quelques semaines, plusieurs groupes ont publié des simulations classiques
reproduisant les résultats sur du matériel bien plus modeste, parfois sur un ordinateur portable. Retenez cette leçon, parce qu'elle est la matrice de toute cette histoire. Chaque fois qu'une machine quantique annonce avoir fait l'impossible, la seule manière de la prendre en défaut consiste à vérifier si une machine classique, plus rusée qu'on ne le croyait, peut la rattraper. Et le jour où la machine quantique s'aventure là où plus aucune machine classique ne peut la suivre, ce garde-fou disparaît. C'est exactement ce point que les expériences dont nous parlons ont commencé à franchir. Il existe bien des outils. Ils sont ingénieux et il faut leur rendre justice. Le test d'entropie croisée compare la distribution des résultats produits par la machine à ce que la théorie prévoit et en tire une note de fidélité globale. La tomographie par cliché permet d'extraire une silhouette statistique d'un état quantique sans avoir à le mesurer entièrement, ce qui serait impossible en pratique. L'étalonnage aléatoire estime le taux d'erreur moyen des opérations en les enchaînant au hasard et en observant la dégradation. Chacune de ces techniques éclaire un coin du problème, mais remarquez ce qu'elles ont toutes en commun. Elles vérifient que la machine fonctionne correctement. Elles ne vérifient pas que l'interprétation de ce qu'elle fait est juste. Elles vous disent que les opérations sont fiables, que le bruit reste sous contrôle, que la distribution des sorties ressemble à la prédiction. Elles ne vous disent pas si le motif que vous avez baptisé empreinte de la gravitation en est réellement une, ou s'il est un sous-produit de la manière dont vous avez rétréci votre modèle. Entre vérifier qu'une machine calcule correctement et vérifier qu'un calcul correct signifie ce que vous croyez, il y a un fossé. Et c'est dans ce fossé exact que toute l'affaire du trou de verre est tombée. Regardez d'ailleurs ce que le groupe de Berkeley a réellement fait. Il n'a pas refait l'expérience. Il n'a pas construit son propre dispositif. Il a pris les mathématiques que l'équipe d'origine avait utilisées, les a déroulées avec soin et a découvert que le modèle ne faisait pas ce que l'on croyait qu'il faisait. La vérification, au bout du compte, n'a pas été expérimentale. Elle a été théorique. 3 personnes, avec du papier, ont trouvé ce qu'aucune machine n'aurait signalé. Et le problème n'est pas seulement pratique. Il ne se réglera pas en construisant simplement de meilleurs capteurs. Il touche à quelque chose de presque mathématique. Les informaticiens théoriciens posent depuis longtemps une question d'apparence innocente. Si une machine très puissante vous remet une réponse qu'aucune machine plus modeste ne peut recalculer, existe-t-il un dialogue, une suite de questions astucieuses, qui permettrait à un esprit limité de se convaincre que la réponse est juste, sans jamais refaire le calcul? Pour certaines classes de problèmes, la réponse est oui, et c'est l'un des résultats les plus profonds de l'informatique moderne. Il existe même une avancée remarquable dans le cas quantique. En 2018, une doctorante de Berkeley, nommée Urmila Mahadev, a soutenu une thèse après 7 années de travail acharné sur une seule question, et elle y a démontré qu'un vérificateur purement classique peut, sous certaines hypothèses de sécurité cryptographique, interroger un ordinateur quantique de façon à s'assurer qu'il a bien effectué le calcul demandé. Le protocole repose sur une idée élégante. Le vérificateur envoie des questions chiffrées dont il connaît la réponse d'avance, sans que la machine puisse distinguer ces questions pièges des questions réelles. Le résultat a été salué comme l'un des plus beaux de la décennie dans son domaine. Mais il ne résout pas notre problème, et il faut être clair là-dessus. Ce type de protocole certifie qu'un calcul précisément spécifié a été exécuté correctement. Il ne dit rien sur la question de savoir si le modèle que vous avez spécifié est une image fidèle de la nature. Il garantit l'exécution, pas la pertinence. Pour une simulation quantique arbitraire, qui prétend imiter un morceau de réalité physique, il n'existe aujourd'hui aucune procédure générale garantissant la fidélité. On peut contrôler des fragments. On peut comparer les cas où la machine reste à portée d'un calcul classique. On peut invoquer des symétries que le résultat doit respecter. On peut exiger que 2 descriptions duales du même phénomène s'accordent. Mais certifier l'ensemble, prouver que la machine a vraiment fait ce qu'elle prétend, reste aussi difficile que le calcul de départ. C'est une limite étrange, presque vertigineuse. Plus une réponse est précieuse, parce qu'elle est hors de portée de toute autre méthode, moins nous avons les moyens de savoir si elle est vraie. Et c'est ici, exactement ici, que ce que vous croyez être une histoire secondaire devient le cœur du récit. Parce qu'en octobre 2025, alors que tout cela se jouait, le prix Nobel de physique a été attribué à 3 hommes, John Clark, Michel Devoret et John Martinis. La citation officielle,
mentionnait la découverte de l'effet tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l'énergie dans un circuit électrique. Lisez cette phrase lentement, parce qu'elle referme la boucle. L'effet tunnel quantique macroscopique, c'est le phénomène par lequel un système entier, un objet composé de milliards de particules, se comporte comme un unique objet quantique et traverse une barrière qu'il n'aurait, selon toute intuition classique, jamais dû pouvoir franchir. Leurs expériences, menées au début des années 80 à Berkeley, ont montré qu'un circuit électrique supraconducteur pouvait faire précisément cela, quitter son état de repos en franchissant une barrière par effet tunnel et n'accepter que des niveaux d'énergie discrets, comme un atome. Or, c'est exactement le mécanisme de la désintégration du faux vide. La formation d'une bulle de vrai vide dans un univers métastable n'est rien d'autre qu'un effet tunnel macroscopique à l'échelle du cosmos. Ce que l'expérience allemande a fait tourner sur 5564 bits est une version miniature du phénomène que ces 3 physiciens avaient découvert dans un circuit 40 ans plus tôt. Et il y a mieux, ou pire, selon votre humeur. Les bits quantiques supraconducteurs, qui font tourner les 2 expériences de cette histoire, descendent en droite ligne de ces travaux. Sans l'effet tunnel macroscopique dans un circuit, il n'y a pas de bits supraconducteurs. Il n'y a ni la puce californienne, ni le recuiteur allemand. Toute cette aventure se déroule à l'intérieur de la technologie que ce prix Nobel a fondée. Et le dernier fil est le plus troublant de tous. John Martinis, l'un des 3 lauréats, est l'homme qui a dirigé l'équipe ayant construit la puce Sycamore. La puce même sur laquelle, en janvier 2022, a tourné l'expérience contestée. Le prix consacrait la fondation. Et au-dessus de cette fondation, sur le silicium même qu'il avait conçu, on était en train de découvrir à quel point il est difficile de savoir ce que ces machines nous disent vraiment. C'est une chose magnifique et vertigineuse à la fois. La même découverte, l'effet tunnel dans un circuit, vous donne d'un côté la machine et de l'autre le phénomène cosmique que la machine tente de simuler. Le moyen et la fin se rejoignent dans une seule équation, vieille d'un demi-siècle, fraîchement couronnée. Et au point exact où ils se rejoignent, se tient ce doute que rien, pour l'instant, n'a dissipé. Alors à quoi ressemblerait une sortie de ce brouillard? Il faut le dire concrètement, parce que ce n'est pas mystérieux et que le chemin est déjà en train d'être parcouru. Il passe d'abord par des bits quantiques, corriger des erreurs. C'est le grand chantier de la décennie, et il vient de franchir une étape décisive. Pendant longtemps, la correction d'erreurs quantiques était un paradoxe apparent. Pour protéger l'information, il faut la répartir sur plusieurs bits physiques, mais chaque bit ajouté apporte aussi ses propres erreurs. Le seuil critique est l'endroit où l'on gagne plus qu'on ne perd. Fin 2024, une équipe a démontré pour la première fois que l'on pouvait franchir ce seuil. En agrandissant le réseau de bits physiques, le taux d'erreur du bit logique diminuait au lieu d'augmenter. Chaque fois que la grille passait d'un format au format supérieur, les erreurs étaient divisées par 2. Ce n'est pas une machine utile. C'est bien mieux que cela. C'est la preuve que la route existe. Il passe ensuite par des modèles taillés qui viennent accompagnés d'une garantie mathématique de fidélité, et non plus seulement de l'espoir que l'algorithme d'élagage n'a rien jeté d'essentiel. C'est précisément la leçon du modèle clairsemé. Il ne suffit pas qu'une version réduite reproduise quelques nombres. Il faut pouvoir démontrer ce qu'elle conserve et ce qu'elle détruit. Il passe par la multiplication des plateformes. Les bits supraconducteurs ne sont pas la seule route. Des équipes construisent des simulateurs avec des atomes neutres piégés par des faisceaux laser, disposés en réseau de plusieurs centaines d'unités que l'on peut déplacer une à une avec des pinces optiques. D'autres travaillent avec des ions suspendus dans le vide par des champs électriques, refroidis jusqu'à l'immobilité et manipulés individuellement. Ces machines ne fonctionnent pas du tout comme les circuits supraconducteurs. Elles ont d'autres forces, d'autres faiblesses, d'autres sources de bruit. Et c'est exactement ce qui les rend précieuses. Si une même physique apparaît sur 3 architectures qui ne partagent aucun défaut commun, la confiance devient légitime. Le vieux pacte de la réplication ne disparaît pas. Il se déplace vers la diversité des supports. Il passe enfin par un changement de culture, où l'on publierait non seulement le résultat éclatant, mais le dossier complet du modèle, toute sa généalogie de simplification, la liste de ce qui a été supprimé, les tests qui ont échoué. Pour que la critique puisse commencer avant le titre, et non 2 ans après. Rien de tout cela n'est hors d'atteinte.
Ce ne sont pas des miracles que l'on attend, mais de la patience, de la rigueur et une honnêteté méthodique. La gravitation quantique en laboratoire n'est pas morte. Elle apprend, douloureusement, à marcher avant de prétendre courir. Reste alors la question la plus dérangeante de toutes, celle que la traduction holographique a fait remonter à la surface et que personne ne sait refermer. Quand deux descriptions, un enchevêtrement de particules d'un côté et un espace courbé de l'autre, sont mathématiquement interchangeables, laquelle est réelle? Le système quantique est-il vraiment de la gravitation vue autrement, ou la gravitation n'est-elle qu'une manière commode de parler du système quantique? Les mathématiques ne tranchent pas. Elles vous disent que les deux récits prédisent les mêmes nombres. Elles ne vous disent pas lequel est le monde et lequel est le langage. John Wheeler, le même homme qui avait lancé à son étudiant la plaisanterie sur la tasse de thé, a passé les dernières décennies de sa vie sur cette question. Il aimait raconter une variante d'un jeu de société pour l'expliquer. Dans le jeu classique des 20 questions, un joueur sort de la pièce, les autres choisissent un objet, et il revient poser des questions auxquelles on répond par oui ou par non, jusqu'à deviner. Wheeler décrivait une partie truquée, où les autres joueurs, pendant son absence, ne choisissaient rien du tout. Chacun devait simplement répondre de manière cohérente avec toutes les réponses déjà données. À la fin, le joueur devinait un objet, et cet objet existait bel et bien, contraint, déterminé, parfaitement défini. Mais il n'avait pas été choisi avant les questions. Il était né des questions elles-mêmes. Wheeler a résumé cette intuition en une formule restée célèbre. Tout vient du bit. Il voulait dire que peut-être, au niveau le plus fondamental, la réalité ne serait pas faite de matière, ni d'énergie, ni même d'espace, mais d'information, et que tout le reste en découlerait. Remarquez le piège. Une idée aussi totale est presque impossible à mettre à l'épreuve, parce qu'elle prédit tout et n'interdit rien. Un énoncé qui explique tout court le risque de n'expliquer rien. C'est précisément la tension de cette histoire. Les machines de Santa Barbara et de Jülich sont les premiers instruments qui permettent peut-être de transformer une formule poétique en mesures concrètes. Et c'est aussi pour cela que la moindre faille dans leur interprétation compte tant. On ne joue pas seulement le sort d'une expérience. On joue la possibilité de tester un jour l'idée que le tissu du monde serait fait de réponses. Posons alors la question que toute cette affaire dissimulait sous son vernis de trous de verre et de bulles. Qu'est-ce que cela veut dire, savoir? Pas croire, pas espérer. Savoir. Il existe une réponse ancienne, et elle est plus solide qu'on ne le pense. Savoir, ce n'est pas posséder une certitude. C'est posséder une certitude qui a survécu à toutes les tentatives faites pour la détruire. Une conviction qui n'a jamais été attaquée n'est pas un savoir. C'est une chance. Le savoir véritable est ce qui reste debout après qu'on a lancé contre lui tout ce dont on disposait. C'est exactement ce qui manquait, au début, à l'expérience du trou de verre. On l'avait célébré avant de l'avoir attaqué. On lui avait accordé le statut de vérité avant de lui avoir fait passer l'épreuve. Berkeley n'a pas détruit un savoir. Berkeley a révélé qu'il n'y avait pas encore eu de savoir, seulement une affirmation magnifique qui attendait son épreuve. Et cette idée dépasse de très loin la physique quantique. Je crois même que c'est pour cela que cette histoire s'accroche à vous, même si vous ne maîtrisez pas un mot du vocabulaire technique. Parce que nous vivons désormais entourés de dispositifs qui nous répondent plus vite que nous ne pouvons vérifier, et dont nous ne voyons jamais l'intérieur. Nous leur posons des questions sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes, et nous acceptons leurs réponses sans nous demander si nous tenons un signal du réel ou un reflet de la manière dont l'appareil a été construit. La discipline que 3 chercheurs ont imposée à toute leur communauté, prendre la plus belle des réponses et refuser de la croire tant qu'on ne l'a pas attaquée par tous les côtés, n'est pas une vertu réservée au laboratoire. Revenons une dernière fois aux bulles, parce qu'il y a dans cette histoire une pensée dont je n'arrive pas à me défaire. Le faux vide. L'idée que le décor lui-même, ce qui paraît le plus solide de tout, pourrait n'être qu'un palier. Pas le fond, juste un endroit où les choses se sont posées. On pourrait y voir une raison de s'inquiéter. Je crois que c'est l'inverse. Parce que cette même physique, celle qui rend le décor incertain, est aussi celle qui rend absolument précieux chaque instant où le décor tient. Métastable ne veut pas dire condamné. Cela veut dire que rien ici n'était obligé de tenir, et que pourtant, en ce moment précis où vous écoutez ces mots, tout tient. Les atomes de votre corps
obéissent aux mêmes constantes qu'hier. La lumière du soleil a traversé sa barrière une fois de plus, des milliards de fois, pour arriver jusqu'à vous. L'émotion juste devant ces expériences n'est ni la terreur, ni l'émerveillement naïf. C'est quelque chose de plus ancien, que les philosophes appelaient le sublime, ce qui nous saisit quand nous approchons une grandeur qui nous dépasse sans nous écraser. Quand nous tenons dans la pensée une chose trop vaste pour la penser, et que nous éprouvons dans le même instant notre petitesse et l'étrange dignité de pouvoir la concevoir. Des êtres minuscules, posés sur une planète ordinaire, autour d'une étoile ordinaire, parviennent à refroidir 9 grains de matière plus bas que l'espace entre les galaxies et à leur faire mimer la trame du cosmos. D'autres arrangent 5000 éléments en cercle et regardent naître l'image d'un basculement que personne ne verra jamais. Ce ne sont pas des géants, ce sont des gens qui doutent, qui se trompent, qui se corrigent, qui ont froid aux mains dans des salles trop climatisées. Et c'est justement parce qu'ils sont si petits devant ce qu'ils interrogent que leur entreprise a quelque chose de bouleversant. Le doute lui-même, celui qui a défait le trou de verre, n'est pas une faiblesse dans ce tableau. Il en est le sommet. Car il faut une grandeur d'âme particulière pour tenir une réponse magnifique entre ses mains et avoir le courage de demander encore si elle est vraie. Quelque part en Californie, un cylindre suspendu bourdonne à quelques millièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. 9 grains de matière y attendent la prochaine question. Dans une salle blanche allemande, 5564 autres attendent la leur. Ils ne savent pas s'ils répondront par un signal ou par un mirage. Nous non plus, pas toujours. Mais nous avons appris une chose que rien ne nous enlèvera. La plus belle des réponses n'est qu'une promesse, tant que nous n'avons pas eu le courage de la mettre à l'épreuve. Et c'est peut-être, au fond, tout ce que la science a jamais eu à nous apprendre.